Recording in progress. Effectivement, c'est plus intéressant. Donc, ce que je retiens d'hier, c'est que d'abord, on a fait le tour de la question. Quelles sont, si vous voulez, les différentes manifestations observées durant le post-Covid et chez qui on les constate, là, on les observe, et comment, bien sûr, les prendre en charge. Théoriquement, on a vu comment on fait le tri, on reçoit le malade, comment essayer donc de confirmer que ce malade a eu donc une COVID ou pas, évaluer, c'est-à-dire connaître la forme, est-ce que c'était une forme légère, une forme modérée, une forme sévère, et puis donc le diagnostic, comment il a été fait, est-ce qu'il a été fait sur des éléments uniquement cliniques, biologiques et radiologiques, et après cela donc on fait l'évaluation de l'état actuel du patient. Donc, on évalue son état et on a vu pas mal de questionnaires, comment évaluer, surtout sur le plan psychiatrique, il y a plusieurs classifications. Deuxièmement, sur le plan de l'asthénie ou de la fatigue, sur le plan de la douleur, DN4. Et puis, après l'évaluation, vous avez deux situations. Bien sûr, obligatoirement, il faut demander certains examens complémentaires, mais pas chez tout le monde. On a dit qu'il faut éviter l'escalade des examens complémentaires. Donc, vous allez demander des examens complémentaires en fonction du contexte clinique, en fonction de l'organe atteint, en fonction aussi de la sévérité du symptôme. Et voilà, si c'est un symptôme léger, une simple asthénie, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il suffit de faire une formule, bien sûr, un petit bilan biologique, un ECG, ou vous arrêtez là. S'il s'agit maintenant d'une dyspnée importante, donc je pense qu'on a dit qu'il faut aller plus loin, il faut faire un examen bien sûr cardiovasculaire et si c'est nécessaire aussi faire une exploration respiratoire. Donc et après cela, donc vous évaluez la sévérité. Et vous avez deux situations, soit le problème est clair, le malade il fait une complication sévère qui nécessite une prise en charge spécialisée et un traitement spécifique. Donc, vous adoptez donc, le traitement spécifique soit par vous-même, soit vous l'envoyez chez le spécialiste, soit vous jugez que le malade ne nécessite pas une consultation spécialisée ou bien on ne trouve pas un diagnostic spécifique. Donc là, on va essayer de l'évaluer, de lui donner un traitement symptomatique et de le suivre. Si on voit que le traitement symptomatique ne donne rien et le malade s'aggrave, donc on va l'adresser, ou bien apparition de certains signes donc, qui sont plus graves, on l'adresse bien sûr chez un médecin spécialiste et on adopte donc un traitement spécifique. Donc, c'est pour dire que donc, vous êtes le maître à bord, donc chaque cas est un cas, on ne peut pas, si vous voulez, donner un schéma pour tout le monde, mais il faut bien sûr pondérer votre décision en fonction donc, de l'état clinique du patient. Donc, à la fin, théoriquement, comme on a dit, il faut surtout l'écoute attentive. Donc, il faut bien sûr laisser le patient s'exprimer et il faut lui montrer aussi que vous vous intéressez à sa symptomatologie. Vous essayez bien sûr de le rassurer surtout, lutter contre l'anxiété et aussi rassurer donc, la famille, parce que sinon, on ne pourra jamais donc, s'occuper correctement de lui. Aussi, on a vu que dans notre expérience, comment nous avons géré 1008 patients, et vous avez vu que la première vague il y avait moins de décès, il y avait à peine 2,5% de décès, et surtout, c'est des sujets âgés, des sujets qui avaient des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, et la majorité des malades hospitalisés 60% avaient au moins un âge supérieur à 60 ans. Donc aussi, nous avons vu que, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, aussi, on a parlé de l'évolution épidémiologique et on a dit que sur le plan épidémiologique, donc, il y a eu des variants qui existent actuellement et qui expliqueraient donc la sévérité de la troisième vague, aussi bien chez nous qu'ailleurs. Et c'est le variant Delta
qui a une symptomatologie un petit peu différente par rapport donc au variant ou bien le premier virus qui a été découvert à Wuhan. Et c'est surtout, donc, c'est un virus qui se caractérise par une transmission très rapide, donc ce qui entraîne donc un taux d'infestation ou d'infection trop élevé et à partir de là, théoriquement, des formes graves plus importantes. Et on a vu que ce mutant aussi donc, peut échapper dans certaines situations, peut-être chez certains patients, à une protection vaccinale. Et aussi, on a parlé du variant mu. Et on vous a posé la question comme quoi que ce variant mu, donc, il a été découvert chez 140, dans 143 pays. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Donc, si c'est 143 ou 3 pays, je ne sais pas. Donc, c'est vrai, pour le mu, pour le delta, la majorité des pays donc, sont atteints par ce variant delta, parce que le défi actuel, c'est justement lutter contre le variant delta. Alors que le variant mu, donc, qui a été découvert en Colombie, essentiellement l'Équateur et le Pérou, donc il y a très peu de sujets atteints. Et en Colombie, le taux d'infestation, le taux d'infection là-bas, où il est responsable de 39% donc, du COVID-19. Dans les autres pays, il y a très peu, peut-être chez nous, je ne sais pas s'il a été isolé, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, l'OMS a déclaré que c'est un variant préoccupant. Donc, il faut le surveiller et il risque bien sûr d'échapper à l'immunité, il risque d'échapper bien sûr à la vaccination. C'est pour cela qu'il est suivi et surveillé par l'OMS, parce que ce qui est dangereux, c'est surtout les variants. Et pourquoi on évite la transmission du virus? Et des fois, de temps en temps, on déclare le confinement. Justement, c'est pour éviter la transmission massive du virus, parce que le virus, lorsqu'il se transmet d'une personne à une autre, il mute. Et lorsqu'il mute, parfois, il mute dans le bon sens, parfois, c'est des mutations minimes, donc il n'entraîne pas beaucoup de modifications sur le plan génétique, mais aussi sur le plan clinique. La mutation, c'est quoi? C'est la protéine S, ce que vous voyez ici, la spike S qui change. D'accord? Et ça peut donner une agressivité, comme le variant Delta, plus importante. Et il y a des milliers, donc peut-être des centaines de milliers de mutations, mais qui n'ont pas entraîné donc des conséquences graves comme le variant Delta. Donc, là, le variant mu, il pose problème parce qu'il y a le variant alpha, gamma, bêta et delta. Et maintenant, il y a le variant mu, donc il faut surveiller. Et on a vu aussi que dans notre présentation de la matinée, les recommandations, ou si vous voulez, l'instruction qui a été adressée à tous les médecins, normalement tous les médecins et toutes les structures de santé, aussi bien privées que publiques, concernant la prise en charge donc de la COVID-19 dans la forme aiguë. On a vu que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, ce schéma a été maintenu à condition qu'il soit utilisé pendant la première semaine uniquement. Et il faut inclure les patients dans des cohortes ou dans des essais cliniques. On ne peut pas le traiter comme ça. Et on a vu aussi qu'il est nécessaire de surveiller sur le plan électrique surtout, faire un ECG à J1, J5 et à J7 ou à J10. Et vous avez vu quand même qu'on a découvert déjà l'équivalent de 2% ou 3% à J1. Donc, c'est des malades qui n'ont pas reçu du tout donc l'hydroxychloroquine. Dans notre service, donc, il y a eu au moins 680 malades qui ont reçu de l'hydroxychloroquine. À J5, on a découvert pas mal aussi, à peu près 2% ou 3%, on était obligé d'arrêter le traitement, et aussi tardivement à J7. Donc, ça veut dire qu'il faut 2,5, c'est beaucoup, donc sur une cohorte de milliers de malades, donc c'est un risque énorme. Ça veut dire qu'il faut surveiller les patients de très près. Aussi, on a vu maintenant qu'on peut utiliser l'oxygénothérapie, comment bien sûr faire le sévrage, quand faut-il utiliser l'antibiothérapie. On a dit qu'il ne faut jamais utiliser d'antibiotiques d'emblée, pas de corticoïdes d'emblée. Et on a dit donc qu'il faut, sur le plan clinique et sur le plan biologique, il faut se limiter surtout à la formule, une CRP
Et des dédimères, on a dit les dédimères systématiquement pour tout le monde, des AJ1, c'est important, ça va nous permettre donc de suivre le patient en cas de besoin, s'il fait une complication, pour faire une comparaison. Et on a dit aussi, donc, concernant le traitement, c'est un élément important concernant les complications thromboemboliques, donc l'enoxaparine ou la tenzaparine, qu'il faut l'utiliser chez les patients qui présentent des facteurs de risque à dose isocoagulante, et vous avez donc les doses à dose isocoagulante lorsque vous avez un patient qui est obèse ou en surpoids, plus bien sûr de 30 kg par mètre carré, au-delà de 40, donc c'est une dose hypocoagulante. Bien sûr, si vous avez une sédentarité, si vous avez d'autres problèmes, donc vous utilisez d'emblée une thrombophylaxie, sinon il faut traiter carrément, donner de l'HPPM. Et on a dit aussi, on peut avoir des complications de ce traitement, c'est pour cela qu'il faut les utiliser. Dit, on peut suivre les malades aussi bien en privé qu'en public. Donc, et les malades qui présentent des signes de gravité, soit une désaturation, surtout la SaO2 lorsqu'elle diminue à moins de 92%, donc il faut l'indication de l'hospitalisation ou bien l'utilisation de l'oxygène à la maison. Et on a dit maintenant, il y a beaucoup d'extracteurs d'oxygène. Il y a l'Algérie tellement à importer d'extracteurs d'oxygène. Donc, malheureusement, ça a été importé trop tardivement. Donc, parce qu'il y avait une pénurie au niveau des services et au niveau des hôpitaux. Donc, ils ont ramené des milliers et des milliers, donc, soit à titre individuel, soit il y a des laboratoires qui ont importé ça, soit c'est l'État, les associations, tout le monde a importé pratiquement des milliers et des milliers. La dernière fois, il y a une association qui m'appelle, le président, il m'appelle et il me dit, j'ai des centaines d'extracteurs, je ne sais pas quoi, je vais faire quoi avec ces extracteurs. Il m'a dit, c'est le ministère de la Santé, il paraît qu'il a demandé donc d'importer ces extracteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire. Bon, vous attendez peut-être qu'il y aura une quatrième vague. Et si la quatrième vague, elle va être, elle sera plus rude que la première, ou aussi rude que la troisième. Donc, on va les utiliser, sinon, par exemple, non, ils n'ont pas vraiment besoin. C'est tellement limité. Hein. Ils ont ramené des milliers et des milliers. Moi, je connais des labos, Biopharm, les autres, chacun a ramené comme il voulait parce que d'abord, l'État a assuré le transport, donc ça ne coûtait pas cher. Il y a des gens qui ont vendu, qui ont fait des fortunes à cause de l'oxygène. Hein. Moi, je me souviens, j'ai un voisin, il cherchait une bouteille d'oxygène. Bon, il a acheté une bouteille d'oxygène au début à 30 000 dinars et puis il voulait acheter une deuxième. Son fils voulait acheter une deuxième. C'est un fou. Alors, il l'a trouvé à 150 000 dinars. Et une semaine après, il la trouve à 350 000 dinars. Et puis, il ne la trouvait plus. C'est grave. Ça veut dire ce qui s'est passé chez nous. Non, parce que c'est des gens, c'est la spéculation. C'est la spéculation, tout simplement. Comme ça s'est passé aussi pour l'enoxaparine et la tenzaparine. C'est la même chose. Les gens l'achetaient et laissaient chez eux. Alors qu'il y avait des malades qui nécessitaient donc de l'enoxaparine, on ne la trouvait pas. C'est malheureux. Donc, c'est pour cela qu'on a dit il ne faut pas donc, stocker les médicaments à la maison, il ne faut pas stocker l'oxygène à la maison, et parce que ça va créer justement une pénurie. La pénurie, donc, ça va créer des problèmes sur le plan psychologique, sur le plan social et bien sûr des conflits sans fin. Donc voilà, brièvement, on a dit aussi, on a parlé, on vous a posé pas mal de questions concernant le pré-test. Donc tout à l'heure, à la fin, on va faire le post-test, on va essayer justement d'évaluer, de vous évaluer et voir si vous avez retenu certaines informations et on restera à votre disposition en cas de besoin. D'accord? Donc, pour commencer cette journée, donc, je vais vous présenter comme promis, comme je vous ai promis hier, donc, je vais vous présenter le guide donc, de prise en charge du post-Covid. Et donc, déjà, comme je vous l'ai dit hier, donc, ce guide était déjà prêt le mois de février, fin février 2021. Malheureusement, on n'a pas pu faire le tirage jusqu'au mois de juin, tout simplement parce qu'on a, je ne sais pas, le ministère de la Santé qui devait faire le tirage. Et donc puis c'est l'UNICEF, je crois, qui a
qui a financé le tirage. Donc, on a fait la première journée, si vous voulez, pour discuter pour faire la pub de ce guide. C'était exactement le 24 juin. Le 24 juin, il y avait une conférence de presse au niveau du ministère de la Santé et j'ai eu le plaisir donc de présenter ce guide pour les journalistes et pour d'autres personnes. Et il devait donc, Monsieur le ministre, être présent avec nous. Malheureusement, c'était le jour où ils ont donné l'ordre de dissoudre donc, le gouvernement. Souvenez-vous bien, donc c'était pas possible qu'il assiste avec nous. Donc, il y avait le secrétaire général qui était avec nous. Donc, on a fait une présentation, elle était très intéressante. Voilà, aussi, je vais vous parler justement de ce guide parce que vous allez le télécharger, mais ou bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai ramené 3 CD et M. Badreddine, donc, il va le dupliquer, soit sous un fichier que vous pouvez utiliser sur le USB, clé USB, ou bien carrément un lien que vous pouvez télécharger, ça ne pose aucun problème. Alors, donc, je vais vous faire le sommaire. Donc, ce travail a été réalisé par à peu près une dizaine de personnes que j'ai eu l'honneur et le plaisir donc, de coordonner le travail dès le début jusqu'à la fin. Donc, on a opté ce plan. Donc, vous allez trouver une introduction. On s'est posé la question pourquoi ce guide? À qui est-il destiné? On a rappelé aussi les définitions que vous allez trouver et que j'ai rappelées hier. C'est quoi la COVID aiguë? C'est quoi la COVID persistante? C'est quoi le COVID lent? Et puis, on a discuté aussi et on a traité les différentes formes cliniques de la COVID aiguë. On a rappelé les formes aiguës, c'est tout à fait normal, comme je l'ai fait hier. Et puis, on a parlé des séquelles potentielles de la COVID-19. Puis, la symptomatologie qui va amener le patient à consulter. Aussi, donc un chapitre concernant l'identification des personnes atteintes du syndrome post-Covid. On a dit comment identifier ces patients-là. Et voilà, effectivement, est-ce qu'il a un post-Covid ou pas? La condition sine qua non, c'est qu'on doit prouver que ce malade a fait une Covid. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut soit le malade a fait une symptomatologie évocatrice avec une PCR positive, ou bien il a une sérologie, ou bien il a fait un test antigénique, ou bien il a fait un scanner. On ne peut pas parler donc de séquelles post-Covid si le malade n'a pas fait une infection au Covid. Et on a dit aussi comment confirmer le diagnostic, d'accord? Comment rattacher ce symptôme au Covid. Dire c'est des séquelles post-Covid. On a dit il faut obligatoirement éliminer une autre cause. Si on n'élimine pas une autre cause, une cause sous-jacente, une pathologie quelconque, on n'a pas le droit donc de retenir le diagnostic du post-Covid. Et puis on a dit qu'il faut comment évaluer donc l'état des personnes présentant des symptômes. C'est tout à fait normal pour dire est-ce que son état est sévère, c'est grave, c'est pas grave, nécessite l'hospitalisation ou il faut uniquement le traiter à titre externe. Et puis on a dit comment organiser la prise en charge. La prise en charge, théoriquement, ça commence, bien sûr, vous êtes à la base de la pyramide, donc vous êtes les premiers qui vont recevoir donc, les malades et c'est vous qui vont aller faire le tri et c'est important. Donc, si vous faites un bon tri, théoriquement, donc, la suite sera plus facile. Mais maintenant, si vous ne suivez pas le plan qui a été proposé, vous allez trouver des difficultés. Il faut savoir que vous avez à votre disposition les spécialistes à différents niveaux qui pourront vous aider, mais aussi, vous pouvez apporter beaucoup de choses parce que vu que vous êtes plus disponible, vous êtes habitué à recevoir ces malades, donc je pense que vous pouvez faire le maximum. Et puis, on a parlé donc des situations particulières. Comme je disais tout à l'heure, on a séparé les personnes âgées parce que c'est un profil particulier, les enfants et aussi l'aspect le retour au travail. Quand faut-il déclarer le patient apte à rejoindre son travail ou bien, comme on a dit tout à l'heure, comment justifier ses absences ou justifier, par exemple, certaines fatigues ou d'autres plaintes qui vont obliger le patient à prendre des arrêts de travail multiples et qui trouvera certainement des difficultés avec
les organismes donc, qui remboursent aussi bien les médicaments que les arrêts de travail. Et c'est une décision difficile. Donc, c'est le rôle surtout du médecin expert donc, qui doit trancher. Le traitement, le suivi, la surveillance, on a dit comment, par qui et à quel rythme. Et puis, l'information et la communication. L'information, bien sûr, informer les gens, théoriquement, même les médias doivent informer donc la population sur les risques du Covid à long terme et bien sûr comment se comporter. On a parlé aussi des études cliniques, les essais et la recherche. Et c'est un élément clé sur lequel on a insisté à maintes reprises pour que la DGSS accepte cela. Et puis, il y a des annexes, il y a plusieurs annexes. Vous allez voir sur le guide pas mal d'annexes, une dizaine d'annexes peut-être, et les références que nous avons utilisées, aussi bien anglophones que francophones. Alors, en introduction, je rappelle donc que le coronavirus, jusqu'à maintenant, on a dit qu'il n'y a pas de traitement. Donc, l'évolution est imprévisible, on est tous d'accord. Certaines personnes décèdent, c'est surtout les formes graves avec comorbidité, sujets âgés. D'autres guérissent avec parfois des séquelles somatiques et mentales. Donc, on dit plutôt mental que psychiatrique, mais aussi des déficits fonctionnels et ou des symptômes persistants, parfois inexplicables. On ne peut pas tout expliquer parce que vous allez voir dans votre pratique quotidienne, il y a des fois des symptômes qu'on n'arrive pas à rattacher, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et par manque de recul, donc peu de données objectives existent sur les effets à long terme de la maladie, d'où la nécessité justement de faire des travaux. Ce que vous constatez, ce que vous remarquez sur le terrain, vous essayez bien sûr de l'écrire. Ailleurs, tout le monde écrit. Ben, chez nous, non. Chez nous, il n'y a que peut-être l'hôpital ou universitaire, il n'écrit pas. Alors que là-bas, il n'y a pas de différence entre généraliste, spécialiste ou... Ça, c'est important. Parce qu'à l'âge, d'abord, lorsque vous apportez, lorsque vous écrivez ou là, vous présentez un cas clinique, vous le publiez, ce n'est pas uniquement pour vous. C'est vrai, ça va vous valoriser, vous. Mais aussi, vous rendez quelque chose à l'humanité. Si c'était le premier cas, le deuxième cas, demain, moi, lorsque je ferai une recherche, je trouve un cas clinique, un malade chez moi que je n'arrive pas à expliquer son tableau clinique, je vais chercher sur le net. Alors, je trouve, voilà, Mohamed, il a publié tel jour, tel... En fin de compte, ça existe. Et ça commence comme ça. Les gens, ça commence une série à la maladie. Ça veut dire qu'on peut aussi, nous, participer justement à l'évolution de la science et bien sûr à aider l'humanité parfois à trouver des solutions à certains problèmes qui ne sont pas encore résolus. Donc, il faut dire que, bien sûr, le virus n'a pas livré tous ses secrets. On est sûr qu'on a vu pas mal de mutations, pas mal de manifestations. Ça a commencé par des pneumopathies au début isolées, et puis on sait maintenant que c'est une maladie inflammatoire, multisystémique, d'accord, vasculaire, donc à composante inflammatoire, surtout pendant la deuxième et la troisième phase. Alors, donc on a signalé aussi le caractère polymorphe, donc et fluctuant des manifestations cliniques, donc qui vont générer des interrogations, des inquiétudes, aussi bien pour le patient que pour les médecins, que pour l'entourage du patient. Et on a signalé aussi l'impact sur la santé mentale, parce qu'on l'a remarqué, il y avait deux collègues psychiatres avec nous. Il y avait le professeur Ben Athman qui nous a aidés, il était tout le temps avec nous. Il y avait le professeur Chakali, donc je vous présenterai tout à l'heure un cas de malade qui a fait des problèmes psychiatriques et le professeur Ben Athman, c'est lui qui l'a pris en charge lorsqu'on l'a envoyé chez lui. Donc, l'impact de la santé mentale reste donc important, nécessitant une évaluation à tous les niveaux de la prise en charge. Bon, la prise en charge. Donc, comme je vous l'ai dit déjà hier, il n'y a pas une conduite à tenir unique pour tout le monde. Il faut que la démarche soit pragmatique et rationnelle et scientifique. Ça, sur le plan théorique, c'est facile, mais dans la pratique quotidienne, parfois, c'est difficile. OK, dans le cadre d'une décision médicale partagée et multidisciplinaire, c'est ce qu'on dit. Mais malheureusement, chez nous, donc la multidisciplinarité et la décision donc partagée, c'est pas toujours possible, tout simplement parce que chacun travaille dans son coin et du coup, donc c'est difficile pour
c'est difficile donc c'est difficile d'atteindre cet objectif, à mon avis. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Pardon, parce que mon ordinateur va s'arrêter. Donc, je déplace. Donc, pour l'OMS et d'autres instances scientifiques, donc, ils reconnaissent les complications à court et à moyen terme. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie, mais le post-Covid existe. Je me souviens parce que lorsqu'on a commencé à travailler sur le post-Covid, c'était longtemps. C'était juste après la première vague. Juste après la première vague, donc il y avait quelqu'un avec moi du service, c'est bon, qui s'appelle donc Dr Kadri, Dr Kadri. Alors on était ensemble. Et on a dit aux gens du ministère, écoutez, vous voulez qu'on parle du post-Covid, qu'alors on est en plein Covid. On risque d'avoir une deuxième vague. Il faut qu'on parle du Covid et on parle aussi du post-Covid. Ça ne pose aucun problème. Et puis, donc, tellement jette la deuxième vague, on n'a pas terminé, jette la deuxième vague. Jette la deuxième vague, on a pu terminer on a terminé le mois de février. Donc, la deuxième vague, c'était le mois de novembre. La première, c'était juillet, juin, juillet, août. La deuxième, c'était fin octobre, novembre jusqu'au début décembre. Donc, on a terminé. On a repris, donc, fin décembre, on a repris donc, les travaux et on a terminé donc, fin février. Voilà. Donc, pourquoi ce guide? Pourquoi ce guide? La question nous a été posée parce que tout simplement, c'est pour standardiser, harmoniser et unifier à l'échelle nationale la stratégie de gestion des conséquences de l'infection Covid pour qu'on ait la même démarche. Voilà, nous avons un guide. Vous prenez le guide et vous l'appliquez, vous essayez de l'appliquer. Il permettra aux professionnels de la santé, bien sûr médecins, paramédicaux et les autres professionnels de la santé, d'identifier d'abord et reconnaître, orienter, évaluer et prendre en charge, bien sûr, les patients présentant des symptômes prolongés suite à une COVID. Il offre donc une démarche médicale pratique, consensuelle, scientifique et multidisciplinaire parce que tout simplement, il y avait plusieurs spécialistes avec nous, il y avait des pneumos, il y avait des maladies, des infectiologues, il y avait des radiologues, il y avait médecine de travail, il y avait les biologistes, il y avait donc les internistes représentés par moi-même et Dr Kadri. Vous trouvez de toute façon donc les noms des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce travail. Donc, ces directives sont dynamiques, on a signalé ça, et susceptibles d'évoluer parce qu'on savait qu'on a été surpris déjà par le coronavirus. On a vu que la deuxième vague n'était pas comme la première. Et vous vous souvenez donc les publications qui sortaient pratiquement quotidiennement, hein, donc tous les jours. Il y a une hypothèse, le lendemain, une autre hypothèse. Et vous avez tous vécu donc, les déclarations du professeur Raoult et les gens qui étaient contre. C'était presque une affaire d'État. Donc, c'était un problème. Donc, on a dit que ce guide, il est dynamique et susceptible d'évoluer parce que justement, vous n'allez pas trouver le delta. OK, vous n'allez pas trouver le variant delta dans ce guide. Donc, on va actualiser. Déjà, on en a discuté au ministère, donc avec l'équipe de la DGSS, avec Madame Bemberno, justement, c'est elle qui s'est occupée du volet administratif, donc pour faire une actualisation, justement, selon les dernières données. Il a été élaboré par des experts donc, des différentes spécialités cliniques, biologiques et radiologiques sous l'égide de la DGSS, la Direction générale du ministère de la Santé. À qui est-il destiné? À nous tous, praticiens de la santé, paramédicaux aussi, bien sûr, personnel impliqué dans la gestion, c'est-à-dire les directeurs. Lorsque vous dites au directeur, monsieur, j'ai besoin d'une consultation post-Covid, il me faut ça, donc il doit obligatoirement accepter. Alors, les définitions, je les ai citées déjà hier. Covid aigu, c'est présence de signes Covid jusqu'à 4 semaines, c'est la forme aiguë, et là, il y a plusieurs, je vais dire un mot. Covid, donc, persistante,
c'est lorsque la pathologie donc, continue à évoluer jusqu'à 3 mois, 12 semaines, et au-delà, donc, on ne va pas dire autre que c'est le Covid lent, hein, donc soit Covid lent, soit autre chose. Autre chose, c'est des signes qui persistent ou se développent. C'est important. Vous avez, par exemple, une fatigue qui persiste, ou bien c'est un symptôme qui existait au début et qui a disparu et puis il réapparaît. Ça, c'est un point. Ou bien qui n'existait pas du tout et qui réapparaît. Et donc, le patient, il vous dit, probablement, c'est depuis, il le rattache donc, à la COVID. Donc, et qui ne sont pas expliqués par une autre étiologie. Donc, ça, c'est une précision à faire. Alors, les différentes formes cliniques de la COVID aiguë, brièvement, vous trouvez les détails donc, sur le guide. Donc, 81%, c'est des formes légères, 14%, c'est des formes sévères et 5%, c'est des formes graves qui nécessitent donc l'hospitalisation en soins intensifs, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë, un choc septique et bien syndrome de détresse multiviscérale ou bien de défaillance multiviscérale. Donc, vous avez, donc, c'est la forme, si vous voulez, qui pose plus de problèmes et qui entraîne plus de séquelles et probablement plus de symptômes de COVID lent. Et les formes sévères, bon, donc la même chose, ça nécessite l'hospitalisation. D'accord? Le taux de décès, il est plus important, bien sûr, dans les 5%, surtout les 5% qui a les décès. Mais attention, les formes sévères peuvent évoluer vers une forme grave. Ici, vous avez les symptômes, la fièvre. En premier lieu, nous, hier, il n'y avait pas beaucoup de fièvre. Donc, c'est un profil algérien. Il y a peu de fièvre par rapport aux Chinois. Donc, le premier travail qui a été publié, donc, c'est le premier symptôme, pratiquement 87,9%. Par contre, pendant la troisième vague, je vous assure, on n'a pas eu de malade sans fièvre. Pratiquement tous les malades avaient de la fièvre. Je ne me souviens pas avoir vu un malade sans fièvre. Donc, les séquelles potentielles, donc les séquelles peuvent persister ou apparaître plusieurs semaines après la guérison, aussi bien dans les formes graves que dans surtout les formes graves. D'accord? Se pose aussi la question des éventuelles séquelles chez les sujets asymptomatiques testés positifs. Parce qu'il y a des malades, qu'on les teste, ils n'ont jamais eu de symptômes. Bon, il vient, donc il fait une sérologie, on trouve que c'est positif. Alors, donc, lorsqu'il développe des symptômes, est-ce qu'on peut les rattacher, est-ce qu'on peut dire que c'est un COVID lent ou post-COVID, puisque le malade était asymptomatique. Donc là, ça pose quand même des questions et ça pose des problèmes de décision. Il y a certains qui sont pour, ça veut dire qu'on peut avoir des séquelles du post-COVID, même une forme asymptomatique, alors que d'autres ils disent non, les formes asymptomatiques, passées inaperçues, ne donnent pas de post-COVID. Alors les séquelles, alors on va voir, on a dit hier que le mécanisme donc, de ces séquelles ou de ce post-COVID, c'est surtout la persistance de reliquats ou de débris de virus au niveau du nasopharynx ou bien au niveau d'autres tissus. Puisque, même s'il est asymptomatique, il y a persistance du débris donc, du virus au niveau du corps, donc théoriquement, on peut avoir des symptômes et on peut avoir donc, des séquelles du post-Covid, hein, même si le Covid était la première infection était asymptomatique. Les séquelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, pulmonaires, cardiovasculaires, rénales, hépatiques, neuromusculaires et psychologiques. Alors, les symptômes du syndrome post-Covid, après, donc, ils sont variés et variables. Donc, on peut pas, donc, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez, le plus souvent, c'est plusieurs symptômes à la fois. Et surtout, c'est le caractère fluctuant de ces symptômes. Donc, des jours, le malade, il te dit, par exemple, j'ai une asthénie sévère, je ne peux pas bouger de mon lit, dans d'autres jours. Donc, il sort et il fait ses activités normalement. Mais les symptômes les plus fréquemment rencontrés sont les suivants. Et nous avons signalé hier les symptômes respiratoires, essoufflement, dyspnée, trouvez tous ces détails sur le guide. Les symptômes cardiovasculaires, douleurs thoraciques, palpitations, dyspnée aussi, hein, donc même les symptômes cardiovasculaires. Les signes généraux, fièvre, asthénie,
anorexie, les signes neurologiques et surtout le déclin cognitif, nous l'avons signalé hier, et ce qu'on appelle le brouillon cérébral. Je ne sais pas si vous avez une Covid, vous avez eu le brouillon cérébral. Moi, je l'ai eu, honnêtement. Donc, j'ai eu le brouillard cérébral et dans mon entourage, tout le monde donc, me signale ça. Vous aussi, madame, donc, ce n'est pas nouveau. Les signes gastro-intestinaux, oui, il y a pas mal de malades qui ont eu des signes gastro-intestinaux et nous avons constaté ça surtout chez les malades qui ont reçu de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. C'est connu, l'azithromycine donne des douleurs abdominales. Donc, si on ajoute en même temps donc, l'hydroxychloroquine, donc ça donne des douleurs. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que c'est dû aux médicaments ou bien c'est dû donc, au virus? Mais avec le Delta, il y a eu pas mal de... Ça a changé complètement. Il y a beaucoup de diarrhée. Ces derniers temps, il y a beaucoup de malades qui ont fait de la diarrhée. Symptômes psychologiques et psychiatriques, oui, dépression, anxiété. On a vu hier comment évaluer l'anxiété, comment évaluer la dépression. Symptômes ORL qui, le plus souvent, on les néglige. Moi, par exemple, j'ai eu une anosmie pendant 2 mois. Je vous assure. Donc, et comment je me suis rendu compte que je suis anosmique? C'est que je faisais de l'activité physique, que je passais comme ça, il y avait une Netcom, il y avait une odeur. Bon, lorsque vous passez là-bas, ça s'arrête pas à Cuba. Netcom, donc une odeur de Netcom. Eh bien, je passais, je ne sentais rien du tout. Donc, et lorsque j'ai repris l'activité, c'est la même chose. J'attendais avec impatience le moment où je passe devant Netcom pour sentir. Et alors, il m'a fallu donc attendre 2 mois justement pour récupérer de cette anosmie. À l'époque, ma femme donc prend souvent un café le matin. Je sentais le café déjà de la cuisine, il a. Je ne sentais plus rien du tout. On dit, ah ouais, je me suis dit, c'est bon, j'ai terminé mon café. Donc, ça a duré quand même pas mal de jours. Et c'est important aussi, on dit anorexie. Moi, je n'ai pas eu d'anorexie, je vous assure, je mangeais très, très bien. Je ne sais pas parce qu'il fallait manger pour reprendre d'activité ou pas. Il y a d'autres malades, au contraire, c'est le sujet âgé, l'anorexie. Oui. Excusez-moi, monsieur, pour l'anosmie, est-ce qu'on doit orienter le malade vers très bien. 8 mois. 8 mois, donc voilà, il faut ce qu'on appelle la rééducation. On va lui donner, bien sûr, un ORL qui fait, il y a des ORL, mais pas tous les ORL qui font ça. On va lui donner des objets à sentir. Donc, il y a du café, du parfum et tout ce qu'il veut. On le rééduque. Donc, théoriquement, c'est des lésions neurologiques. Donc, c'est des lésions neurologiques. Ce qui est décrit dans la littérature, la majorité des patients reprennent. Mais si c'est nécessaire, bien sûr, il faut envoyer le malade, bien sûr, chez un ORL qui s'occupe de ça, parce qu'il dit le diagnostic et après, il ne va pas le rééduquer, ça revient au même. Donc, il faut une rééducation. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait au début. Je commençais tous les jours à sentir quelque chose. Ça prenait beaucoup de temps. Et le jour où j'ai senti, d'ailleurs, je voulais me sentir comme ça, je fais le parfum, je ne sens rien du tout. Donc, et puis, le jour où comme je vous l'ai dit, donc je suis passé devant parce que c'est ça l'odeur max, c'est Netcom. Donc le jour, j'ai commencé à sentir un petit peu. J'ai dit donc ça va. Vous avez dû apprécier Netcom. Oui, bien sûr, c'est normal. L'essentiel, c'est que sentir Netcom, c'était bien. Au début, c'était dégoûtant, alors et après, c'était un réel plaisir donc de sentir Netcom. Ça veut dire que j'ai repris. Oui, c'était bien. Et puis, les lésions dermatologiques, c'est les éruptions. Je me souviens, parmi les premiers malades qu'on a eus, il est décédé, donc c'est un malade qui est venu de Blida, là où il y avait beaucoup de problèmes à Blida. Donc, il est venu pour un ictère, pour un autre problème. On l'a hospitalisé, il avait des lésions justement au niveau des membres inférieurs. On a failli l'amputer et puis tout a bien évolué. Je vous assure qu'il a bien évolué. Et puis, un jour, il nous a dit, il était aux urgences, il nous a dit, je veux rentrer chez moi pour voir ma famille et après, je vais revenir. Il a bien évolué. Pour nous, ce n'était pas Covid parce qu'on ne pouvait pas faire la PCR. Le scanner, il n'y avait pas de lésion. Mais on était presque sûr qu'il s'agit d'une Covid. Alors, le jour où il allait sortir, le pauvre, il est décédé. Il a fait une embolie pulmonaire, je pense, il est décédé. Donc, pour vous dire, parce que c'était difficile d'aller à Blida parce qu'il y avait le couvre-feu, et lui, il avait peur, justement.
Même si on lui disait, vous n'avez pas de Covid, mais lui, il était presque sûr qu'il avait Covid. Donc, après son décès, donc, on a conclu qu'il probablement qu'il s'agissait, donc, parce qu'à l'époque, tout à fait au début, il n'y avait ni PCR, c'était très difficile, il n'y avait pas de test sérologique, il n'y avait pas de test antigénique, et si le scanner n'est pas positif, donc vous ne pouvez pas faire le diagnostic. Donc, c'était très difficile, et c'était la condition sine qua non pour traiter un malade, pour donner l'hydroxychloroquine et l'association, il fallait avoir une preuve, sinon on ne peut pas le traiter comme ça. Alors, identifier les patients sont considérés personnes atteintes donc, du post-Covid, les personnes qui ont eu une infection. Alors, comment confirmer? Donc, soit le malade avait un test PCR, donc c'est confirmé, soit il a fait une sérologie, ou bien au début, on a hésité pour le test rapide. Mais si le test rapide est positif, donc on peut le prendre en considération. Sinon, maintenant, on peut compléter par une sérologie. Même si on ne trouve pas un taux d'IgG élevé, on peut trouver, par exemple, un taux d'IgG bas ou moins positif. D'accord? Ou bien un cas suspect, lorsque vous testez SARS-CoV-2 négatif, et TDM évocatrice. Donc là, c'est ce qu'on a mis le guide. Alors qu'au début, on a dit, et vous souvenez-vous, on faisait le diagnostic avec quoi? On faisait le diagnostic avec le scanner. Là, le guide, on a dit, puisque l'OMS préconise, donc le test ne préconise pas du tout la TDM, donc il ne faut pas prendre en considération la TDM. Maintenant, on veut limiter la prescription de la TDM, parce que quand même, les radiologues ont travaillé beaucoup. Hein. Il y a des gens qui ont fait des fortunes. Parce que je me souviens des amis radiologues privés, ils m'appellent, ou là, je les appelle de temps en temps, ils me disent cette semaine, c'est plein. Il y a des 60, 70, 80, 100 scanners positifs. Pas moins de 25, surtout la dernière année. Pour les choses, pratiquement tous les malades, plus de 25, atteignent plus de 25% par rapport à la première vague. Donc la troisième vague, elle était vraiment terrible. Donc, afin d'identifier à temps ces personnes, il est nécessaire d'offrir donc une consultation initiale. Donc, on a dit, tout malade qui a fait Covid, qui a besoin ou qui veut faire une consultation Covid, il peut venir. Il peut faire une consultation. Regarde, qu'il y a une consultation tel jour, on peut lui poser des questions. Il peut lui aussi poser des questions, justement, pour s'assurer s'il a post-Covid ou pas. On peut aussi utiliser d'autres moyens, consultation donc par téléphone, par visio ou audio. Alors, comment faire le diagnostic? Donc, le diagnostic le pose, comme on l'a dit hier, sur un faisceau d'arguments cliniques, paracliniques et biologiques ou radiologiques, mais surtout éliminer notre étiologie, rattacher les symptômes à la COVID. Et il faut une approche globale, holistique, comme on a dit tout à l'heure, et une histoire clinique et paraclinique. Donc, et puis, vous allez évaluer l'état des personnes présentant des symptômes nouveaux ou persistants. Donc là, vous avez le détail sur le guide et le délai, bien sûr, de suivi, c'est soit mensuel ou trimestriel. On a laissé ça ouvert. Vous pouvez vous-même juger donc de la durée, s'il faut 3 mois ou 6 mois. Alors, comment prendre en charge ces patients? Vous avez donc un schéma sur le guide qui explique comment suivre le malade. Surtout, on a insisté sur l'escalade de prescription des examens complémentaires non pertinents. Donc, ça ne sert à rien de demander systématiquement des scanners pour le post-Covid. Ça ne sert à rien de demander une épreuve d'effort. Ça ne sert à rien de demander, je ne sais pas, troponine ou des dimères ou autre chose. Pardon? L'EFR, ça ne sert à rien. Et nous verrons tout à l'heure, si vous voulez, si lorsqu'on demande l'EFR, lorsqu'il y a vraiment une symptomatologie, c'est au-delà de 3 mois. Lorsque le symptôme dure plus de 3 mois, oui. Moins de 3 mois, en général, il faut temporiser. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, et on a insisté sur le rôle du médecin généraliste parce que, donc, on sait que le généraliste, c'est lui qui reçoit les malades à travers le territoire national. Ce n'est pas les CHU, ce n'est pas les grandes villes. Hein. L'Algérie, ce n'est pas Alger, ce n'est pas Constantine, ce n'est pas Oran, ce n'est pas Annaba. C'est l'Algérie profonde. Heureusement qu'il y a des médecins généralistes partout. Donc, le médecin généraliste, il intervient donc dans le dépistage précoce, la surveillance régulière, des complications et des traitements. J'insiste sur ça, sur les traitements. Demander même un avis à distance, il peut prendre en charge le malade, ça ne pose aucun problème. Le suivi et la surveillance des traitements et aussi sensibiliser le patient et son entourage sur l'éducation thérapeutique et comment ils doivent se comporter.
Alors, on a individualisé aussi, comme je vous l'ai dit, donc des situations particulières, les personnes âgées. Est-ce que dans votre entourage, vous avez eu des problèmes avec les sujets âgés? Il y a plus de problèmes avec les sujets âgés que les sujets jeunes? Non? Oui? Par exemple, troubles psychiques, ils ont plus peur. C'est quoi comme plainte? La phobie. Parce qu'on n'arrêtait pas de répéter, c'est les sujets âgés, les sujets qui ont des maladies chroniques. Donc, il va j'ai un ami, مسكين, il est presque emprisonné chez lui. ولاد ومرته عاسين وما يخرج كاع مع غير في التليفون والله من الفوق يطل. C'est pas normal ça. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. C'est un peu exagéré, c'est beaucoup exagéré, je pense. Et justement, ça entraîne donc des conséquences. Moi, je vous l'ai dit, dans notre entourage, moi, ma maman, elle est âgée, elle m'a dit, tout coup, le Covid قتلني. Parce que مانيش نخرج. قلت لي ما نخرج نشوف وندير. faut que مانيش نخرج. Donc, c'est normal. Le fait de sortir, de voir les gens, de respirer, de voir le soleil, hein, d'accord, surtout quelqu'un qui habite dans un appartement, des fois c'est très très difficile. Hein. Ça nous est arrivé lors du confinement, même si on est médecin, on sort pour aller travailler, mais pour faire l'activité physique, on ne pouvait pas faire l'activité physique. Oui, non, la peur diminue là. C'est connu. La peur, les maladies chroniques, l'isolement, dans la vie, je peux dire les relations, les bonnes relations, la santé, c'est les bonnes relations. Si tu as de bonnes relations, si tu as, comment dirais-je, bien entouré, bien considéré, c'est surtout ça, c'est ça la vie. Donc, les gens, je pense qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Oui. Si vous voulez poser des questions, c'est bien de l'utiliser. Parce que les participants ont coupé. Très bien. Voilà. Donc, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. J'ai oublié son nom, vous trouvez ça sur YouTube. Donc, en anglais, comment ça s'appelle sur. Il y a des podcasts sur le YouTube qui parlent beaucoup de ça. Les hommes célèbres, souvent, ils font des... Comment on appelle ça? Non, plus de 75 ans. Ça a été débuté il y a 75 ans sur beaucoup de personnes. D'ailleurs, il racontait le monsieur. Parmi ces gens-là, il y a eu deux comment dirais-je, deux présidents des États-Unis. Il y a eu des gens qui ont eu comment dirais-je, des dépressions, d'autres qui ont suicidé, d'autres qui ont eu d'autres problèmes. Et il dit à la fin, c'est que la meilleure santé, c'est quoi? C'est les relations. Lorsque tu es bien entouré, lorsque tu as comment dirais-je, une famille, surtout la famille, parce que là on oublie, parce qu'ailleurs la famille n'est pas reconnue comme chez nous, ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui gardent justement des facultés mentales, c'est ceux qui sont bien entourés. C'est ceux qui ont des relations avec la société, de bonnes relations avec la société, parce qu'attention, si vous avez des mauvaises relations, ça retentit, c'est le moral. Là. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. La même chose, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et si tu as une personne à la maison, au travail aussi, lorsque vous êtes harcelé en permanence, au boulot aussi, c'est un problème. Donc, ça retentit. La santé mentale, ce n'est pas uniquement ne pas avoir une maladie organique, mais surtout notre relation avec l'environnement, notre relation avec nos collègues, notre relation avec notre famille. Et donc, c'est important. Donc, chez le sujet âgé, c'est surtout les troubles, donc la dégradation de l'état général et mental. Ça a été signalé même notre ami psychiatre, donc n'arrête pas de signaler ça. Et nous, dans notre pratique quotidienne, nous la constatons régulièrement. Les symptômes les plus fréquemment observés sont les troubles cognitifs, du sommeil, de l'appétit,
ou des relations sociales. Donc, les troubles du sommeil et de l'appétit, attention, surtout pour certains médicaments, surtout les diabétiques. Si quelqu'un prend, par exemple, des GLP-1, des analogues des GLP-1, ça entraîne une anorexie, ça entraîne aussi des manifestations gastro-intestinales. Donc, ça risque d'aggraver. Peut-être qu'il faut les arrêter au moment du... Concernant les troubles du sommeil aussi, c'est très fréquent. Donc, les gens se réveillent la nuit. Moi, comme je vous l'ai dit hier, pendant que j'étais malade ou juste après, donc je me réveillais à 2 heures du matin, 3 heures du matin sans raison. Et je me réveille en forme. Et il m'a fallu plusieurs semaines justement pour retrouver le sommeil habituel. J'ai utilisé même des médicaments, pas des médicaments forts, j'ai utilisé la mélatonine. Ça peut aider la mélatonine justement, pour réguler le sommeil. Alors les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la première vague, la deuxième vague, il y avait très peu d'enfants touchés. La troisième vague, c'est pratiquement des centaines et des milliers d'enfants. À Birtralia, il n'y a pas eu mal d'hospitalisation. Heureusement qu'il n'y a pas eu de décès. Donc maintenant, ce qui est préconisé, c'est de suivre ces malades à long terme. Le retour au travail, je l'ai dit hier, c'est un vrai problème. Donc il y avait le professeur Ziani du CPMC qui était avec nous. Et c'est elle qui a défendu l'hypothèse justement, ou la thèse de prendre en charge correctement tout patient qui a présenté Covid et la nécessité d'une consultation du médecin de travail. Donc, je ne sais pas, le médecin de travail, qu'est-ce qu'il va faire? S'il constate, qu'est-ce qu'il va faire, le médecin de travail? Ils ne sont pas vraiment très... Voilà, donc c'est ça notre problème. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas non. très impliqués, apparemment, ils ne sont pas aussi... Pas du tout. Moi, j'avais... Parce que ça nous a demandé des sérologies. Non, rien du tout. Oui, allez. Des fois, rien du tout. Hein. Des fois, rien du tout, pratiquement. Ça, c'est un vrai problème. Oui, très bien. Donc, c'est important parce que des fois, le malade, il peut avoir des problèmes avec son employeur et c'est un vrai problème, le retour au travail. Les traitements, on l'a dit hier, c'est un traitement symptomatique, parfois traitement spécifique, surtout pour une pathologie quelconque, si un diabète déclenché ou aggravé, une hypertension déséquilibrée, une psychose déclenchée, comme nous le verrons tout à l'heure, un patient qui développe une psychose suite à une Covid. Aider le patient à s'autogérer, c'est-à-dire avoir le temps pour lui parler, pour l'écouter, pour lui poser des questions et pour répondre à ces questions. Et là, c'est un vrai problème parce qu'on a l'habitude de faire vite et surtout si on est en mode libéral et si on a beaucoup de malades. Donc c'est à la va-vite. Donc, chez nous, il faut qu'on termine tôt pour récupérer les enfants. Il faut qu'on termine tôt pour, je ne sais pas, acheter le pain. Il faut terminer tôt pour faire ça. Et ça, c'est notre problème majeur. Donc, et honnêtement, en tant que responsable, je vous assure que je trouve des difficultés aussi bien le matin qu'en fin de journée. Parfois, je me retrouve seul. Déjà, à 14 heures, il n'y a plus personne. OK. Et bien, malgré les sanctions, malgré... même pour les jeunes, même pour les résidents. Alors que ce n'est pas normal qu'un résident arrive après son chef ou bien après son aîné. C'est une mentalité qu'il faut bien sûr combattre parce que pour nous, le travail, c'est quelque chose de secondaire, surtout je parle au secteur public. Hein, parce que le secteur libéral, c'est tout à fait normal. S'il ne travaille pas, il ne pourra pas gagner son pain. Mais bien sûr, bon, ça c'est le responsable, c'est-à-dire le médecin. Mais ça, les employés, c'est un autre problème. Donc, il faut les sensibiliser, peut-être les payer mieux pour la plus et les éduquer aussi. Non, moi, je pense qu'il faut envoyer tous les Algériens à l'étranger, dans un pays européen ou américain, pour travailler pendant une année et puis revenir. C'est le seul moyen, je vous assure, lorsque tu pars là-bas. Ou bien, il faut avoir un chef, donc rigoureux dès le début. Moi, je vous assure, parce que j'avais un chef de service qui s'appelait le professeur Touchan. J'ai travaillé avec lui depuis pratiquement 85 jusqu'à 2012. Il est décédé en 2012. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, le travail, c'est l'air qui respire. Donc. Et on a appris beaucoup de choses. C'était magnifique. Donc, je n'arrête pas de répéter et de parler de lui parce que c'était vraiment une école. Et l'hôpital de Cuba à l'époque, le service de médecine interne, donc il faisait l'équivalent pratiquement de 5 services. Hein.
lorsqu'on a fait des statistiques, que ce soit sur le plan travail ou sur le plan publication à l'époque. Donc, je me souviens. Pardon? Il était très modeste. Effectivement, c'était extraordinaire. Je me souviens, dans un congrès européen, c'était en 2011 ou 2010, donc on a fait les présentations du service, c'était l'équivalent de 5 autres services hospitaliers universitaires. Et ça, c'est du travail. Donc, ça dépend avec qui. Donc, lui, il a fait, bien sûr, il a travaillé en Europe lorsqu'il a fait son résidat. Et en plus, c'est un caractère. Ce n'est pas uniquement travailler à l'étranger. Aussi, c'est un caractère. Il l'appelait chez lui, donc le japonais. Donc, c'est important. L'information et la communication, c'est un élément important. Il ne faut pas oublier parce que souvent, nous, la communication, on n'est pas bon en communication. Donc, même à la maison, on communique mal. Donc, il faut donc essayer d'expliquer aux patients et comment lui dire que la durée de récupération, de retour à un état de santé normal, peut être plus lent, hein, d'accord, ou moins long en fonction donc, de l'état clinique de chaque patient. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, comme on a dit pour l'anosmie, 6 mois. Chez certains, ça dure 6-8 mois, chez d'autres, bien sûr, 2 mois. Le traitement est purement symptomatique, il faut lui dire, donc il faut prendre un antalgique, il faut le repos, il faut une réadaptation respiratoire en cas de dyspnée importante. Nous verrons tout à l'heure un cas clinique ou neurologique. Et le réentraînement à l'effort. Les mesures diététiques, c'est important. Alimentation équilibrée, le respect du rythme du sommeil. 22 heures, c'est 22 heures. Il faut dormir à 22 heures. Donc, il faut arrêter les excitants. Moi, personnellement, si je prends un café aujourd'hui, donc c'est 1 heure de mon sommeil qui saute. Si je prends 2 cafés, c'est 2 heures qui sautent. Donc, ce matin, parce que hier, j'ai pris 2 cafés, je vous assure. Aujourd'hui, 4 heures moins quart, hop, les yeux sont ouverts. Donc, j'étais debout. Donc, c'est un caractère. Donc, moi, je ne prends pas de café d'habitude, mais si je prends un café, je sais que je vais perdre au moins 1 heure. C'est décrit dans la littérature. Il y a des gens qui prennent 2 cafés, 3 cafés, ça ne pose aucun problème. Mais d'autres personnes, surtout en post-Covid, bien sûr, il faut éviter les excitants, il faut éviter le tabac, il faut éviter l'alcool surtout. Bon, heureusement que ce n'est pas très, très fréquent chez nous. Les substances toxiques, bien sûr, les sédatifs et tout ce que vous voulez. L'information, la communication, comment? Organisation, on a proposé l'organisation des ateliers de formation comme ces ateliers, des visioconférences, concevoir et éditer les guides. Donc, vous avez des guides pratiques, des CD, mais aussi des brochures pour les patients, des supports d'information. On a dit qu'il faut créer un site web donc, pour les patients qui soit téléchargeable avec questionnaire des patients. Si les patients veulent introduire donc, les données, malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et puis, on a insisté sur l'intérêt des essais cliniques et de la recherche, puisque l'histoire du Covid n'est pas connue, n'est pas finie. Donc, les données scientifiques sont en manque aussi bien chez nous. Chez nous, il n'y a pas de données, même si on a publié certains chiffres, mais c'est insuffisant. Et je parle sur le plan scientifique pour faire des travaux de recherche, sur le plan thérapeutique, sur le plan génétique, sur le plan virologique. Ça n'a pas été fait pour le moment. Différents symptômes sont limités et les mécanismes physiopathologiques ne sont pas encore élucidés. Donc, de nombreuses questions persistent concernant les aspects épidémiologiques, physiopathologiques et thérapeutiques. Donc, en Algérie, on a dit, donc, bon, vous allez trouver une seule référence algérienne. Donc, c'est la référence du service parce que je faisais partie de l'équipe. Donc, c'est tout ce que j'avais. Donc, je l'ai mise. Vous pouvez trouver la référence. Voilà. La prise en charge, comme je vous l'ai montré hier, lors de la première consultation, décrire l'histoire. Alors, est-ce que le malade, il a fait donc, une forme légère, forme modérée ou forme grave? Comment on a fait le diagnostic? Est-ce que c'est la PCR? Est-ce que la TDM ou autre chose? Comment il a été pris en charge? Est-ce que c'était en externe? C'était en hospitalier? Ou bien il a nécessité de la réanimation? Et est-ce qu'il avait, juste après la sortie, il avait déjà des séquelles? Est-ce qu'il avait gardé des symptômes? Et là, on a dit qu'il faut utiliser le questionnaire. Je vous ai montré hier le questionnaire de l'OMS et aussi même pour le questionnaire sur le plan psychiatrique et sur le plan de douleur qu'il faut utiliser. Vous les trouvez donc en détail dans le guide. Puis de décrire ce symptôme, la sévérité, donc les facteurs déclenchants, les facteurs de sédation et bien sûr les signes accompagnateurs. Rechercher une maladie sous-jacente, quelqu'un qui n'a pas été diabétique du tout. Alors vous trouvez
une glycémie limite. Vous demandez l'HbA1c, vous trouvez l'HbA1c élevé, peut-être que c'est un diabète. Donc, il faut traiter l'HTA, la même chose, et d'autres problèmes. Donc, faire un examen clinique complet. Et là, on a dit, donc l'examen, c'est l'examen classique, il n'y a rien de particulier. En dehors, bien sûr, d'essayer de trouver s'il y a des signes qui orientent vers une atteinte mentale ou des problèmes psychiatriques ou psychologiques, d'où la nécessité d'une écoute attentive. On a demandé beaucoup de choses, mais voilà, il se résume donc en bilan habituel. Vous voyez ici, il n'y a pas de dédimère, il n'y a pas de troponine, mais le CG, il doit être donc systématique chez tous les patients. Le résultat à la fin, soit vous avez, il n'y a pas d'anomalie, donc ni organique ni psychique, soit une anomalie nécessitant un avis spécialisé à droite. Donc vous l'envoyez chez le spécialiste ou vous le traitez vous-même. Et bien sûr, là, on a insisté sur la multidisciplinarité. De l'autre côté, il n'y a pas d'anomalie qui attire vraiment l'attention. Donc, vous donnez un traitement symptomatique, même du paracétamol, ou bien des vitamines, ou bien sûr, du magnésium. Aider le patient, bien sûr, comment gérer sa situation et le contrôler. Voilà, je le contrôle dans 4 semaines, dans 3 semaines, plutôt dans 4